Est-ce que quand tu entends développement personnel, tu t'imagines des charlatans qui prêchent la pensée positive et la loi de l'attraction? Que ce soit sur Instagram, Facebook ou à peu près partout sur Internet, le discours ambiant nous pousse sans cesse à être le meilleur, à être plus intelligent, plus productif, plus riche, plus sexy, plus populaire, et à mettre tous ses défauts et ses problèmes sous le tapis à grands coups de pensée positive. Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître que parfois tout va de travers et qu'il faut faire avec. Salut à tous, c'est Seb, bienvenue sur Pause Dev. Cette chaîne est pour les leaders et les influenceurs de demain. On découvre ensemble exactement comment définir et atteindre le succès comme vous l'entendez. Ça commence à faire un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, et depuis la dernière fois la communauté s'est énormément agrandie. On a dépassé les 10 000 abonnés et on est presque à 20 000 abonnés, c'est incroyable. Donc je voulais juste prendre ce petit moment, d'abord pour vous remercier, et aussi pour vous assurer que je vais continuer mon travail pour alimenter cette chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de résumer l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Vous allez voir que cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Il y a beaucoup d'idées dans ce livre qui me semblent vraiment importantes et que je voulais vraiment vous partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format plus long vous plaît. Mark Manson nous explique comment y voir un peu plus clair dans nos choix de vie, à faire le tri entre ce à quoi on choisit d'accorder de l'importance et ce à quoi on décide d'accorder une attention plus négligeable. On va voir qu'il y a 3 subtilités dans l'art de s'en foutre. La première subtilité, c'est que s'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. À entendre le verbe s'en foutre, on s'imagine une personne imperturbable que rien n'atteint. Mais c'est pas ce qu'on cherche ici. Ces gens-là sont souvent peu sûrs d'eux et feignent l'indifférence précisément parce qu'ils passent leur temps à se demander ce que les autres pensent. En fait, s'en foutre n'existe pas. Tu es obligé de t'en faire pour quelque chose. Alors la question c'est à quoi est-ce qu'on choisit de tenir ? La deuxième subtilité, c'est que pour se foutre de l'adversité, il faut donner de l'importance à quelque chose de plus important que l'adversité. Imagine que tu es en train de faire tes courses à la supérette du coin. Tu vois une vieille dame en train de hurler sur la caissière parce qu'elle n'accepte pas son bon de réduction de 30 centimes. Pourquoi elle fait toute une scène pour 30 centimes ? Il y a de fortes chances qu'elle soit seule et isolée et que ça soit le seul moyen qu'elle ait trouvé pour mettre un petit peu de piquant dans sa vie. Si tu te retrouves à te faire des cheveux blancs pour un tas de trucs sans intérêt, comme la nouvelle photo de profil de ton ex, la vitesse à laquelle les piles de la télécommande se vident, ou la promo sur le liquide vaisselle que tu viens de rater, il y a de fortes chances qu'il se passe pas grand chose de fun dans ta vie et il y a que toi que ça regarde. La télécommande et la caissière n'y sont strictement pour rien. Prends le temps d'identifier ce qui a de l'importance et du sens pour toi. Parce qu'à défaut, tu risques de te prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. La troisième subtilité, c'est que tu t'en rendes compte ou pas, tu choisis toujours de tenir à un truc plutôt qu'à un autre. Quand t'es jeune, tout te semble super important. Tu t'inquiètes pour tout et tout le monde. Tu te soucies de ce que les autres racontent à ton sujet. Tu dors plus parce qu'il y a écrit lu sur le message que t'as envoyé au mec ou à la fille qui te plaît mais que t'as pas de réponse. Et en plus, tu viens de réaliser que tes chaussettes sont dépareillées. Mais avec l'âge, tu réalises petit à petit que ce genre de truc n'a pas vraiment d'impact sur ta vie. Tous ces gens dont l'opinion comptait tellement pour toi ont disparu des écrans radars et ta dernière rupture a laissé place à une relation plus épanouissante. Tu deviens plus sélectif sur tes priorités, tu t'affirmes et tu te définis petit à petit une identité. C'est ce qu'on appelle la maturité. La maturité, c'est ce qui arrive quand tu apprends à tenir seulement à ce qui en vaut la peine. De nos jours, on a tendance à considérer que le bonheur est quelque chose qu'on peut décrocher ou atteindre comme on a réussi à intégrer une grande école ou obtenir une augmentation. Si j'atteins tel objectif ou si je peux ressembler à un tel, je serai heureux. Mais le bonheur n'est pas réductible à une équation qu'il s'agirait de résoudre. Et paradoxalement, c'est pas en courant après le bonheur qu'on peut espérer en faire l'expérience. Et c'est pas non plus en cherchant à éviter la souffrance et les situations négatives qu'on augmente ses chances. L'insatisfaction et le sentiment de mal-être sont partie intégrante de la nature humaine. Et comme on va le voir, ils sont même un ingrédient nécessaire à la construction d'un vrai bonheur. La souffrance a une fonction biologique. Elle est l'agent préféré de la nature pour te botter le cul et te faire changer et évoluer. Si on est rempli d'insatisfaction et de doute, c'est parce que cet état nous force à innover pour survivre. La souffrance n'est pas un bug de l'évolution qu'il faudrait combattre à tout prix à coups de whisky ou de Xanax. C'est une fonction même de l'évolution. La prochaine fois que tu te sens mal, pose-toi 2 minutes et demande-toi: est-ce que cet inconfort serait pas le meilleur outil pour me secouer et me faire aller de l'avant ? Je viens de me faire virer, mais est-ce que c'est pas ça qui va enfin me faire prendre mes responsabilités et créer cette boîte dont je parle à tout le monde depuis 3 ans ? Le confort est l'ennemi du progrès. Quand on cherche à se protéger des petits problèmes du quotidien et des situations inconfortables, on y perd les avantages qu'il y a à souffrir juste ce qu'il faut. Il faut pas chercher une vie sans problème, mais plutôt une vie avec de bons problèmes. Quand tu vas au sport, tu remédies à tes soucis de santé, mais tu te crées par la même occasion de nouveaux problèmes. Tu dois te lever tôt, aller suer comme un malade sur un vélo elliptique et avoir des courbatures le lendemain. T'as lancé une boîte, mais maintenant tu as des employés à gérer et des comptes à rendre à tes clients. Tu as échangé des mauvais problèmes contre de meilleurs problèmes, plus constructifs et gratifiants. Le bonheur réside en fait dans la résolution de nos problèmes. Être heureux implique avoir des trucs à résoudre. Si tu n'en as pas ou que tu cherches à les éviter, tu seras malheureux à coup sûr. Le bonheur serait en fait une forme d'action, un processus, pas quelque chose qui te tombe du ciel ou que tu achètes dans une formation à 900 balles. Tu n'es pleinement heureux que quand tu identifies les problèmes que tu as envie d'avoir et de solutionner.
que ce soit aider ta fille à faire ses devoirs, pardonner à ton frère vos vieilles embrouilles ou poursuivre ton rêve de sauver la biodiversité dans le monde. Et si tu te sens mal, c'est peut-être justement parce que ton cerveau pointe un problème que tu n'as pas affronté ni résolu. Autrement dit, les émotions négatives représentent un appel à l'action. C'est ton cerveau qui te dit « Hey, il faut que tu fasses quelque chose là ». Et plus tu nies tes problèmes ou que tu les repousses au lendemain, plus tu te sens misérable. Et la source de ton insatisfaction, c'est pas le problème en question mais le fait que tu n'aies rien fait pour le résoudre. La pilule est dure à avaler, c'est certain. L'idée est plaisante qu'il existe un idéal de bonheur que tu pourrais atteindre à tout jamais. Qu'apaiser tes souffrances et te sentir épanoui et satisfait pour toujours sur le petit nuage blanc de ta vie est possible. On aime à s'y accrocher, mais non. Vous devez choisir les problèmes que vous voulez résoudre. Plutôt que de vous demander ce qui vous ferait plaisir, posez-vous plutôt la question « Quel problème voulez-vous dans votre vie ? Pourquoi êtes-vous prêt à souffrir ?» Par exemple, beaucoup de gens rêvent de devenir CEO et de toucher un salaire énorme. Mais combien sont prêts à se taper des semaines de 60 heures et gérer les humeurs et les problèmes de 70 employés et les responsabilités qui vont avec? Prenez Bill Gates ou Mohamed Ali. On rêve tous d'être l'un des hommes les plus riches du monde ou le boxeur le plus reconnu de l'histoire. Mais est-ce qu'on est prêt à passer toute sa jeunesse à coder des logiciels ou à taper dans un sac? Bill Gates et Ali ont rapidement compris que c'était leur truc, et ils ont décidé que ça valait la peine de faire tous ces sacrifices pour devenir les meilleurs, spécifiquement dans chacun de ces deux domaines. Et je te parie que Bill Gates était heureux dans ses longues heures de codage à travers la nuit, à construire Microsoft de toutes pièces. Et depuis que Microsoft est devenu Microsoft, il ne s'est pas trouvé une maison à Bali pour se rouler dans ses billets de banque et vivre une vie dépourvue de problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est occupé à éradiquer des maladies qui déciment des populations entières comme la malaria ou la polio. Il a encore une fois choisi soigneusement les problèmes qu'il voulait résoudre. La société de consommation et les médias sociaux se sont conjugués pour produire une génération d'individus qui croient dur comme fer qu'il ne faut pas éprouver d'émotions négatives telles que l'anxiété, la peur ou la culpabilité. Jette un œil à ton compte Instagram, tout y est génial pour tout le monde. 8 personnes se sont passées la bague au doigt cette semaine, un ado de 16 ans est devenu milliardaire en créant une appli, et tous tes potes se sont barrés sans toi au Vietnam. Pendant ce temps-là, tu restes comme un con chez toi à remettre ta vie en question, et tu peux pas t'empêcher de penser que ton existence est encore plus pourrie que tu le pensais. On plaisante sur nos problèmes de pays riches, mais on est devenu victime de notre succès. Les problèmes liés au stress et à l'anxiété ont explosé ces 30 dernières années, alors que tout le monde possède son écran plat et peut se faire livrer ses courses sur son canapé pendant qu'il regarde Énergie 12. L'aspiration à vivre des expériences plus positives est en soi une expérience négative. Et paradoxalement, consentir à vivre les expériences négatives qui se présentent ou s'imposent à nous constitue en soi une expérience positive. C'est ce que le philosophe Alan Watts appelait la loi de l'effort inverse. Plus tu cherches à te sentir mieux, moins tu te sens bien. Parce que vouloir obtenir quelque chose ne fait que renforcer ton sentiment de manque. Plus tu désires quelque chose, moins tu éprouves de satisfaction. Plus tu veux être riche, plus tu te sens fauché, quelle que soit d'ailleurs ta situation financière. Plus tu cherches à te rendre sexy et désirable, moins tu te trouves attirant, même si en fin de compte t'es plutôt pas mal. Ce qui est fascinant avec la loi de l'effort inverse, c'est qu'elle fonctionne à l'envers. Si la quête du positif est en elle-même une expérience négative, la quête du négatif est ce qui t'apporte du positif. C'est en souffrant à la salle de sport que tu boostes ton énergie et que t'améliores ta santé. Pour moi, par exemple, la réalisation de ces petites vidéos, c'est une expérience difficile et plutôt frustrante. Mais la satisfaction de pouvoir créer quelque chose de nouveau et l'idée que ça puisse aider d'autres personnes dépasse largement l'expérience négative initiale. Toutes vos attentes concernant la richesse, le bonheur et le succès en général sont conditionnées par vos valeurs. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que vous ressentez autant le besoin d'être riche? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour évaluer vos succès et vos échecs? Est-ce qu'il y a une valeur particulière à l'origine de votre insatisfaction au-delà du fait que vous conduisez pas une Bentley? Les pubs à la télé visent tout à t'enfoncer dans le crâne que si tu veux être heureux, il te faut un meilleur job, une voiture plus classe, une copine plus sexy, une 3e télé et des vacances plus exotiques. On te promet que si tu accumules plus de possessions, tu atteindras le bonheur et la satisfaction, mais la seule chose que tu récoltes, c'est plus de frustration. Le problème, c'est que ce bourrage de crâne véhicule des valeurs à la con, qui à force d'être rabâchées nous paraissent normales. Vous avez par exemple la poursuite du plaisir à tout prix. C'est sympa le plaisir, mais à condition de ne pas faire de sa quête une priorité dans la vie, sinon ça tourne immanquablement au désastre. Demandez aux toxicos et aux pères de famille infidèles où la poursuite du plaisir les ont menés. Le plaisir n'est pas la cause du bonheur, il en est simplement un effet. Et il y a aussi la réussite matérielle. Beaucoup de gens mesurent leur propre valeur par le nombre de zéros sur leur compte en banque ou la voiture qu'ils conduisent. Mais au contraire, il faut se fixer des valeurs et des critères de mesure cool, dont le plaisir et la réussite découleront. Contrairement aux valeurs à la con, les valeurs cool sont basées sur la réalité, socialement constructives et immédiates et contrôlables. L'honnêteté, par exemple, est une valeur cool parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler, qui reflète la réalité et qui profite aux autres, même si elle peut les emmerder de temps en temps. Alors que la popularité, c'est une valeur à la con. C'est pas basé sur la réalité, tu peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi, et c'est pas vraiment constructif. En général, les valeurs cool se satisfont de l'intérieur. On peut faire preuve d'humilité ou de créativité là maintenant, en faisant un petit effort. Les valeurs à la con, elles, dépendent d'éléments extérieurs qui échappent à notre contrôle. Qu'on nous dise qu'on a raison tout le temps, être populaire ou être plus riche que son voisin.
Et laisser son bonheur et son succès être déterminés par des éléments extérieurs, ça entraîne inévitablement un tas de déceptions. Mark Manson nous donne 5 valeurs qui obéissent toutes à la loi de l'effort inverse, au sens où elles sont négatives et qu'elles ont le pouvoir de changer votre vie dans le positif. La première valeur, c'est la responsabilité radicale, qui consiste à prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans la vie. Bien souvent, la seule différence entre une situation qui nous paraît terrible et une autre qui nous paraît positive, c'est le sentiment, dans le second cas, d'avoir pu exercer un choix en toute autonomie et d'en assumer la responsabilité. Si tu te morfonds dans ta situation actuelle, c'est probablement parce que tu as l'impression que tu n'en détiens pas le contrôle. Quand on réalise qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie, quelles qu'en soient les circonstances, on récupère le contrôle. Attention, être responsable, ça veut pas dire être coupable. Imaginons qu'un matin vous trouviez un nouveau-né sur le pas de votre porte. Vous n'êtes pas coupable de l'avoir laissé là, mais maintenant vous en êtes responsable. Le sort de cet enfant est entre vos mains. Et si vous le laissez là ou qu'il lui arrive quelque chose, c'est votre responsabilité. Dans la vie, c'est pareil. On ne contrôle certes pas toujours ce qui survient, mais on contrôle toujours le regard qu'on porte dessus et la façon dont on y réagit. Il peut vous arriver des malheurs, et les circonstances peuvent être difficiles, mais vous êtes les seuls responsables de votre réaction. La deuxième valeur, c'est l'incertitude, qui consiste à reconnaître sa propre ignorance et cultiver le doute permanent quant à ses propres croyances. Si on observe le passé et qu'on regarde les croyances qu'on a pu avoir, à l'échelle de l'humanité comme à notre propre échelle, on se rend compte du nombre de conneries qu'on a pu penser. Mais dans 20 ans, vous réaliserez que vous croyez aussi pas mal de conneries aujourd'hui. Et dans 3 siècles, ils se foutront bien de notre génération aussi. Et c'est tant mieux. Tu dois pas chercher à trouver la bonne réponse, mais cogiter sur tes conneries d'aujourd'hui pour te gourer un peu moins demain, en cherchant à te rapprocher de la vérité, tout en sachant que tu ne pourras jamais vraiment l'atteindre. Toutes les croyances sont fausses, certaines juste un peu moins que d'autres. Et encore une fois, si tu écoutes la loi de l'effort inverse, plus tu consens à l'état d'incertitude, plus tu apprécieras de progresser dans la connaissance de ce que tu ignores. Comme l'inconfort, l'incertitude est la base du progrès et de la croissance, et on ne peut pas apprendre ce qu'on croit déjà savoir. Mark nous partage une nouvelle loi qu'il appelle la loi de l'évitement. Plus quelque chose met en danger ton identité, plus tu t'efforces de l'éviter. Plus quelque chose menace de modifier l'image et l'appréciation que tu as de toi-même, qu'elle soit positive ou négative, que tu t'estimes ou pas à la hauteur de tes aspirations, plus tu vas chercher à éviter cette chose. Il y a un certain confort à bien connaître sa place et à y rester. Et tout ce qui risque d'impacter cette zone de confort, même si ça pourrait vraiment améliorer ta vie, te fait flipper. Que ce soit empocher 1 million d'euros ou perdre ton job. C'est pour ça que les gens redoutent autant le succès que l'échec, parce que ça met en péril ce qu'ils croient être. Tu repousses l'écriture de scénarios sur lequel tu cogites depuis des années, parce que ça remettrait en question ton identité d'assureur expert en sinistre. Tu évites d'évoquer tes fantasmes sexuels devant ton copain parce que ça entacherait l'image de fille propre sur elle qu'il a de toi. J'ai un pote qui, depuis des années, parlait de lancer un blog pour vendre ses œuvres d'art en ligne et d'essayer de se faire un nom. Mais il s'est jamais lancé et il avait toujours une bonne raison. Il manquait d'argent, de temps ou de connaissances techniques pour finaliser son site. Les années ont passé et le mec est toujours dans la même boîte. Pourquoi ? Parce que même s'il rêvait de vivre de son art, le risque bien réel de devenir un artiste que personne n'apprécie le faisait beaucoup plus flipper que de devenir un artiste dont personne n'avait entendu parler. Au moins, il était à l'aise avec l'idée d'être cet artiste inconnu, il s'était habitué. On a tous nos repères, on les protège, on les justifie et on s'efforce de s'y conformer. On se dirige machinalement vers ce qu'on connaît déjà et ce qu'on croit sûr. On est configuré pour que nos certitudes aient toujours la priorité. Mais tant qu'on refuse de toucher à la représentation qu'on a de soi-même, à ce qu'on croit être ou ne pas être, on ne pourra pas dépasser cette tendance à l'évitement et l'anxiété qui l'accompagne, on ne pourra pas changer. Si tu fais le choix de te libérer des histoires que tu te racontes sur toi, tu seras libéré pour agir, occasionnellement te planter encore, mais surtout évoluer. La troisième valeur consiste justement à accepter l'échec. Le degré de ta réussite sera fonction du nombre de fois où tu t'es planté. Malheureusement, le système scolaire est fait pour nous faire éviter l'échec. Si tu cherches à être créatif ou à sortir du cadre, c'est un 0 et un mot dans le carnet. Du coup, tu fais pas ça longtemps et tu comprends que pour réussir, il faut éviter à tout prix de te planter. Le problème, c'est que dans la vraie vie, tu répètes pas la leçon que tu as apprise par cœur. Tu l'apprends en te plantant. Refuser l'éventualité de l'échec, ça revient à fermer la porte à toute possibilité de réussir. On ne peut vraiment réussir que là où on est prêt à échouer. La quatrième valeur, c'est le rejet. C'est-à-dire la capacité à dire et à entendre non pour définir clairement ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas dans sa vie. La société actuelle nous pousse à en vouloir toujours plus. Derrière toute la pub et le marketing, le message implicite c'est « si tu veux avoir une vie meilleure, il te faut plus ». Pourquoi à ton avis ? Parce que vouloir toujours plus, c'est bon pour le business. Te mettre dans la tête que tu n'es pas assez ou que tu n'as pas assez, ça rapporte. Et j'ai adhéré à cette idée pendant longtemps. Gagner plus, visiter plus de pays, vivre toujours plus d'expériences, fréquenter plus de filles. Quand on est jeune, c'est bien, il faut expérimenter beaucoup de choses. Mais au bout d'un moment, tu réalises que plus est loin d'être toujours mieux. C'est même souvent le contraire. Quand on est submergé d'opportunités et d'options, on fait l'expérience de ce qu'on appelle le paradoxe du choix. En gros, plus on a d'options, moins on est satisfait de notre choix.
Si tu as le choix de vivre dans une villa en Californie ou dans un palace en Grèce, peu importe ce que tu choisis, tu auras probablement le sentiment d'avoir fait le bon choix. Mais si on te propose 25 autres possibilités tout aussi excitantes, tu risques de passer des années à imaginer la vie que tu aurais pu avoir si tu avais choisi une des 24 autres options. Alors que faire ? Tu peux t'évertuer à essayer de tout expérimenter et éviter de choisir, ou tu peux t'engager dans une seule voie. Si t'engager pleinement vis-à-vis d'une personne, t'investir pleinement dans un lieu, un job ou une activité te prive de tout un champ d'expérience, constamment essayer de multiplier les expériences te prive au contraire de vivre chacune de ces expériences pleinement. Il y a par exemple des expériences que l'on peut vivre que si on vit au même endroit pendant 5 ans, que si on vit avec la même personne depuis 10 ans, ou que si on a développé une expérience ou un savoir-faire dans la durée. Comme je le disais plus tôt, Bill Gates ne serait jamais devenu le Bill Gates qu'on connaît s'il avait décidé d'apprendre à coder un week-end sur 2 pour garder du temps pour apprendre le basket, courir après les filles et sortir diplômé de sa fac. Il s'est engagé dans une voie et toutes les autres options ont disparu de son écran radar. La dernière valeur, c'est la conscience de ta propre finitude. Quand on passe notre temps à courir après un peu plus de thunes, un peu plus de gloire et d'attention, un peu plus de validation de la part des autres, prendre conscience de sa mort certaine nous confronte à une question bien plus lourde. Que vas-tu laisser derrière toi ? Quelle empreinte ? Quelle influence auras-tu eu ? En quoi le monde sera-t-il différent après ton passage ? On dit qu'un papillon qui bat des ailes en Afrique peut provoquer un ouragan en Floride. Quel va être ton effet papillon ? Quel ouragan vas-tu laisser dans ton sillage ? Accepter ta finitude, c'est t'envisager toi-même comme plus grand que ta simple personne. Choisir des valeurs qui dépassent le service de ton seul moi. Que tu écoutes Aristote, les psychologues d'Harvard, les Beatles ou toutes les religions, ils enracinent tous le bonheur authentique dans une même démarche. S'investir dans l'au-delà de notre personne, avec la conviction d'être partie intégrante d'un ensemble bien plus vaste. C'est pour ça que les gens vont à la messe, qu'ils se font la guerre ou signent des traités, qu'ils fondent un foyer, édifient des ponts, inventent de nouvelles technologies, pour cet instant où ils entrevoient qu'ils font partie de quelque chose de supérieur et qui les dépasse. Et toi ? Dis-moi dans les commentaires l'héritage que tu veux laisser derrière toi. Et promets-toi une chose, c'est que tu vas tout faire pour le réaliser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous recommande ma vidéo sur le livre L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, où je vous explique comment une vieille philosophie qui s'appelle le stoïcisme peut vous changer la vie. Je vous souhaite une très bonne journée, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt.